Nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par 2 femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Elle avait été choisie par Franck Letendre, CEO de Finalcad, comme Sista en juillet 2020. Nous avions alors eu un échange de quelques minutes avec Marie Taquet, fondatrice de Iconoclass. Elle revient aujourd'hui à notre micro pour ce nouveau format de 40 nuances de Sista. Bonjour Marie. Bonjour Solène, merci beaucoup pour l'accueil. Que d'actes et de chemins parcourus depuis juillet 2020 quand on s'est parlé. Je pense que tu vas nous raconter tout ça dans cette émission. Et avant, je te propose, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 40 nuances de Next de Franck, de nous pitcher ce qu'est Iconoclass. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Alors, à l'époque, je t'avais demandé de le pitcher en 3 hashtags, mais là, je te laisse le faire en vrai. Avec plaisir. Donc, Iconoclass, c'est un nouveau genre d'école de commerce qui forme à tous les métiers du business développement en 4 mois. Donc, au bout de 4 mois, le but, c'est d'être opérationnel sur les métiers du sales. Donc, sur tout le parcours de vente, que ce soit sur toute la prospection, les closings et ensuite comment s'occuper d'un client qui est signé. Et le principe de l'école, c'est que c'est basé sur la pratique. Donc, il y a 80% de pratique. La théorie prend une très petite place dans toute la pédagogie. Et la chose un petit peu innovante au niveau du business model, c'est que les étudiants ne paient l'école que si ils sont embauchés en CDI à la fin des 4 mois. C'est la fameuse promesse embaucher ou rembourser. La fameuse promesse, ouais. Et vous en avez remboursé beaucoup ? On a un taux d'embauche, un taux d'insertion qui est entre 97 et 98% à la sortie de l'école. Donc, on a 1 ou 2% à chaque fois, entre 1 et 3% qu'on rembourse, ouais. Ou qui ne paient pas l'école. Oui, parce qu'ils le paient de toute manière après une fois qu'ils ont signé leur CDI. Exactement. Et selon les niveaux de rémunération et un échéancier. Un échéancier, ouais, voilà. Exactement. Un échéancier de paiement. En fait, au plus ils gagnent... si tu as un énorme salaire dès le début, par exemple, de ton embauche, tu rembourses beaucoup plus vite. Et puis, si tu as aussi au début de ton CDI que tu gagnes 30, 40K, tu mets jusqu'à 3 ans pour rembourser les 5 000 €. Tu as fondé ça il y a 3 ans. 3 ans maintenant. Ouais, en septembre, il y a 3 ans exactement. Donc là, vous fêtez votre 3e anniversaire. Exactement. Vous êtes à combien d'apprenants formés ? On est à un petit peu plus de 400 aujourd'hui. Ouais. Donc aussi bien sur une école physique que sur l'école en ligne qu'on a sortie durant le Covid. Ouais. Donc ouais, on commence à avoir un petit peu de recul. Après, on s'améliore toujours sur la pédagogie. À chaque nouvelle promo, on essaie de sortir des choses un petit peu différentes au niveau de notre produit qui du coup est une école. Voilà. Ça... La version en ligne a été accélérée par le Covid ou elle était prévue dans la roadmap ? Elle était complètement accélérée. Hein. Si je suis 100% honnête, je l'avais en tête parce que pour moi, c'était super important, toute la partie accessibilité à l'éducation. Et finalement, quand tu demandes à des gens de venir à Paris étudier, il y a une notion d'accessibilité qui fonctionne pas très bien parce que ça coûte super cher de se loger, super cher de se nourrir, etc. par rapport à certaines villes de province. Donc, on l'avait en tête, ça c'est sûr. Après, le fait qu'on puisse plus en fait avoir accès à des locaux, avoir accès à une éducation physique, complètement accéléré le move, quoi. Et il y a eu des opportunités plus importantes aussi pour ce genre de métier avec le Covid ? Ouais, alors en fait, je pense que juste pendant le Covid, il n'y a pas nécessairement eu énormément d'opportunités. En revanche, après le Covid, il y a eu un grand besoin de relance, de croissance pour toutes les boîtes qui avaient été en stand-by. Et qui, enfin, en fait, les boîtes comptaient sur les sales, comptaient sur les ventes pour continuer à vivre ou survivre. Donc, c'est vrai que là, après le Covid, il y a eu une explosion des demandes. Et même, on a plein d'étudiants qui n'étaient pas nécessairement embauchés. Enfin, plein. On avait quelques étudiants qui n'étaient pas embauchés des anciennes promos, qui ont trouvé un job. Donc, ouais, je pense que là, le Covid, ça a accéléré les fonctions de sales dans tous les cas.
Quand Franck, dans son épisode 40 millions de mecs, t'avais posé une question. Enfin, je m'étais fait son porte-voix. Et sa question, ça avait été de te demander s'il y avait eu des événements marquants dans ta vie qui t'avaient amené finalement à créer Iconoclast, parce que tu es quand même hyper jeune. Si tu peux nous les rappeler. Ouais, avec plaisir. Alors, il y en a eu 2. Le premier, c'est que moi, je voulais être cavalière professionnelle. Donc, jusqu'à mes 18 ans, je faisais que ça. Je vivais cheval, enfin voilà. Et il se trouve que mes parents n'ont pas été tout à fait d'accord pour que je continue à être cavalière après mon bac. Donc, ils m'ont dit, si tu as la mention très bien, tu peux être cavalière et voilà, monter à cheval à ta guise, etc. Si tu l'as pas, tu vas aller en école de commerce. Bon, je pense que si on se parle toutes les deux aujourd'hui, tu pourras deviner que je l'ai pas eu de près, mais je ne l'ai pas eu. Et donc, ils m'ont dit, voilà, tu verras, ma fille, la vie, c'est pas facile. Donc, c'est la première leçon que tu prends. Et donc, je suis allée en école de commerce et j'ai trouvé l'expérience super désagréable et décevante. Parce qu'en fait, bon, déjà, ça coûte super cher. En moyenne, un master en France, c'est 50 000 euros. Il y a plein de personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des crédits étudiants. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, il y a plein de personnes qui peuvent même pas accéder à un crédit étudiant et qui donc de facto sont un petit peu empêchées en fait de faire ce genre d'école, même si elles peuvent aller à la fac, etc. Ça reste un choix. Donc ça, c'est la première chose que je trouvais un petit peu curieuse. La deuxième chose, c'est que tu as une quinzaine d'heures de cours par semaine avec des profs qui n'ont pas mis un pied dans une entreprise depuis pas mal d'années, donc qui t'enseignent un contenu qui est obsolète. Et donc là, tu commences à réfléchir et tu te dis, OK, je paie 50 000 euros pour écouter des choses qui sont obsolètes. Je fais une généralité, bien sûr. Hein, on a tous connu des profs qui étaient excellents, etc., mais de manière générale. Et pour même pas avoir l'assurance et d'avoir un job à la fin. On te promet rien, en fait. Tu paies 50 000 balles, tu passes 5 ans, et puis si tu as un job à la fin, tant mieux. Mais moi, j'ai plein de copines, du coup, qui ont continué leurs études. Je vais y venir, mais moi, je les ai arrêtées, qui n'avaient pas de job à la fin des 5 ans. Et moi, je ne comprenais pas parce que il y a aucune chose maintenant où tu paies si cher et où tu n'as pas de garantie derrière. C'est comme si tu achetais une voiture et qu'elle ne fonctionnait pas, en fait. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et la dernière chose que je trouvais très frustrante, c'est on écoutait beaucoup de théories, comme finalement dans les années précédentes, au collège, au lycée, alors que c'est des choses qu'on allait devoir faire et pour lesquelles on allait être payé. Et on n'est pas du tout opérationnel sur ces choses, en fait. Enfin, moi, on me parlait de la matrice de Porter ou ce genre de trucs. Je m'en suis jamais servi, ni dans mes jobs, ni en montant ma boîte. Et du coup, je me questionnais un petit peu sur la méthode pédagogique. Est-ce qu'aujourd'hui, les hard skills suffisent et est-ce que l'école, déjà, enseigne les hard skills? Et ensuite, est-ce que maintenant, travailler, c'est pas aussi faire appel à ces soft skills, des choses qui ne sont pas du tout enseignées à l'école? Alors que voilà, on est des adultes, on est censé se connaître, être civilisé, pouvoir interagir avec les autres, travailler avec les autres, travailler avec soi-même aussi. Et voilà, c'est. Et puis il y a aussi alors c'est Adèle Gallet qui est cofondatrice de Ticket for Change, qui expliquait aussi que le système scolaire français, en tout cas, est fait pour un certain type d'élèves dans un certain moule et que tout le monde ne rentre pas dans ce moule-là. Déjà, quand tu es un petit peu hyperactif, moi, rester toute la journée assise sur une chaise, c'était ultra painful pour moi. J'avais qu'une envie, c'était, je sais pas, même parfois quand tu marches et que tu lis ou que tu écoutes des podcasts et tout, c'est une façon différente d'apprendre qui correspond à différentes façons de, cerveau, différents cerveaux en tous les cas. Et même au niveau de la mémoire, il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, il y a des gens qui ont une mémoire auditive, il y a des gens qui ont une mémoire kinesthésique. Donc, tous ces genres de mémoire et tous ces genres de cerveau mériteraient presque à chaque fois une façon d'apprendre qui leur correspond. Donc, et en plus, à la fin de tout ça, tu te fais juger parce qu'on te dit, si t'as pas fait HEC, en fait, ça veut dire que t'es pas aussi intelligent que le mec qui a fait HEC. Et t'es là, en fait, non, je peux être intelligente d'une autre manière. Et peut-être que l'entrepreneuriat aussi, ça aide à s'exprimer autrement, à se montrer, entre guillemets, autrement. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai été très déçue de mon école de commerce, qu'au bout de 2 ans, je suis partie. Donc, j'avais 20 ans. J'ai commencé à travailler en cabinet de chasse de tête. Et c'est en cabinet de chasse de tête que je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme pénurie de sales parce qu'il y avait une entreprise sur 2 qui me demandait des commerciaux. Et je me disais, mais c'est dingue, on a plus de 300 écoles de commerce en France. T'en as pas une qui te forme des commerciaux. Donc, voilà. Et puis, c'est un peu vu comme le parent pauvre. Oui, mais ce qui est complètement idiot puisque c'est un des métiers les plus en tension en France aujourd'hui. C'est un métier où tu gagnes super bien ta vie si tu es performant. C'est un métier qui est basé sur la méritocratie puisque plus tu travailles, plus tu signes, plus tu gagnes.
Donc moi, je comprends pas pourquoi ce métier a été mis au placard. Là, il devient, je trouve, de plus en plus sexy parce qu'il est remis un petit peu au goût du jour en l'appelant On change les business noms. développeur, etc. Ouais. Et donc, ça donne un peu plus envie aux jeunes. Est-ce qu'il y a eu peut-être beaucoup de caricatures Ouais. dans la culture pop? Mais peut-être. Et puis, je pense qu'on a tous eu des expériences désagréables avec un sales qui nous harcelait, qui nous obligeait à signer un truc qu'on voulait pas, qu'on voulait pas signer. Et du coup, je pense qu'aussi l'expérience personnelle fait que voilà, tu gardes, ça reste dans ta mémoire et tu te dis, ah non, c'est que les seules personnes qui font ça, quoi. Donc, du coup, il y a eu cette désillusion de l'école de commerce. Totalement. Et cette prise de conscience lorsque tu étais en cabinet de on cherche des sales et il n'y en a pas. Exactement. Donc, il y a eu, tu sais, la chute où là, déjà, tu vas dire à tes parents qui se sont endettés, moi aussi, mais on s'est communément endettés pour payer mes études. Et là, tout d'un coup, tu dis, en fait, je vais arrêter parce que ça me déplaît, en fait. Et là, je peux pas y passer une minute de plus. J'ai l'impression que je perds mon temps et notre argent. Et ça se passe comment, ça? Ça se passe pas très, très bien. Pas très, très bien. Mes parents qui comprennent pas et qui me disent, mais allez, tu fais encore 3 ans et au moins, tu as ton diplôme. Et moi, je suis née en Normandie et c'est vrai que là-bas, quand tu n'as pas de diplôme, on a l'impression que que tu feras rien de ta vie, quoi. Et donc voilà, ça les faisait flipper, en fait, tout simplement. Ils étaient inquiets pour moi, et ce que je peux comprendre maintenant avec un petit peu de recul. Mais en fait, j'étais une grosse bosseuse. J'étais pas une grosse bosseuse à l'école parce que voilà, ça m'intéressait pas spécialement. Mais dès que je me suis lancée, typiquement dans cette start-up qui faisait de la chasse de tête, je faisais du 8h, 22h et je blaguais vraiment pas, quoi. Enfin, j'étais à fond dans mon truc. Je leur demandais pas d'argent, je me débrouillais. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'ils ont été un petit peu rassurés quand ils ont commencé à voir que j'allais pas rester, en fait, à regarder la télé à la maison. De toute façon, c'était pas mon tempérament. Est-ce qu'il y avait quand même cette chose qui plane au-dessus de la tête qui dit de toute façon, aujourd'hui, en France, sans diplôme, on ne peut rien faire? Ouais. Mais en fait, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup. Enfin, moi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. Ah, t'as pas de diplôme. Ah, mais tu pourras jamais lever des fonds. Ah, mais tu pourras jamais aller bosser chez Google, machin truc, j'en sais rien. Et en fait, finalement, quand tu bosses vraiment à fond et que tu montres aux gens que t'es pas trop idiot, j'ai pas du tout l'impression qu'on te reparle de son diplôme après. Je pense que c'est vraiment peut-être entre 18 et 21 ans, 22 ans, que c'est très important, etc. Mais dès que tu as ta première expérience professionnelle, ça passe ensuite. C'est mon ressenti. Et donc, tu décides. Et donc là, je décide, donc je vais bosser en cabinet de chasse de tête. Ensuite, je rejoins une autre start-up qui s'appelle Tiller. Où là, et les deux, le cabinet de chasse de tête et Tiller te font confiance sans diplôme. Totalement. Totalement. Et j'ai eu beaucoup de chance en tout cas, je pense que pour la première personne de Eugénie là, qui avait le cabinet de chasse de tête, parce qu'elle était surdiplômée pour le coup. Elle avait un diplôme d'avocate, elle avait fait HEC, super héros. Juste, elle était armée jusqu'aux dents. Et je pense que justement, elle a aimé mon côté un petit peu atypique et elle m'a toujours dit, c'est ta force, tu t'en sers. Et voilà, surtout, n'essaie pas d'essayer de compenser en disant si, mais j'ai un petit peu fait une école. Non. En fait, t'aimes pas l'école. T'es forte ailleurs, il n'y a pas de problème. Et je pense que ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça m'a fait prendre confiance en moi en me disant que voilà, parce que t'as toujours cette petite épée au-dessus de la tête où tu te dis ça se trouve, je me suis plantée. Peut-être qu'il aurait fallu que je continue l'école. Bon, finalement, ça s'est bien déroulé. Donc, cabinet de chasse de tête chez Tiller, ensuite où j'ai bossé aux opérations. Et là-bas, il y avait une très, très forte identité sales où c'était stylé, en fait, de prendre son téléphone. Tous les commerciaux, ils étaient debout avec leur téléphone, un peu comme dans les films, où vraiment, je me suis dit, mais ce métier est trop stylé, il faut en faire quelque chose. Il faut que les jeunes, ils aient envie de devenir commerciaux parce que c'est vraiment cool. Et puis ensuite, je suis allée monter une boîte à l'intérieur du groupe Accor. J'ai fait de l'entrepreneuriat. Et là, ça m'a vraiment donné envie de voler de mes propres ailes. Et en fait, c'est vrai que dans tous les recrutements que j'ai pu faire durant ces quelques mois, années, à chaque fois, les personnes, quand elles venaient se présenter en entretien, elles me disaient « Bonjour, je m'appelle machin, j'ai fait telle école, j'ai appris ça dans mon école. » Alors qu'en fait, ils arrivent, ils connaissent rien de ce dont ils t'ont parlé. Et du coup, je trouvais ça très frustrant. Je me suis dit, mais quelqu'un a beaucoup plus à t'apporter en fait que son diplôme ou se définir par son école. Et ça m'a vraiment envie de bosser sur un modèle d'école, quoi. Et j'y pensais depuis déjà au moins 2 ans. Une école qui te ressemble. Une école qui me ressemble et qui, je pense surtout, ressemble à beaucoup de personnes qui ne sont pas scolaires, qui ont envie de très vite gagner leur vie et qui ont envie d'apprendre par la pratique.
Et alors, comment tu t'es organisée au début? Déjà, j'ai quitté mon job. T'avais quel âge? J'avais 21 ans, un peu plus de 22 ans. Ouais. J'ai quitté mon job et puis... Et là, tu dis à tes parents, je vais monter une école. Ouais, là, ils m'ont dit que j'étais complètement flinguée, comme toutes les personnes à qui j'ai dit que j'allais monter une école, parce que c'est comme si tu disais, et maintenant il y en a plein, mais je vais monter une banque. On te dit, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? Par où tu vas commencer? Monter une école, c'est tout de suite, on a l'impression que c'est monter une institution, un truc balèze, qui demande beaucoup je sais pas, de boulot administratif. Et comment je m'y prends? J'ai fait vraiment petit pas par petit pas. J'ai direct bossé avec les OKR. Moi, ça m'a sauvée parce que en fait, c'est tellement déprimant au début quand tu es tout seul. Tu as plein d'idées dans ta tête, mais tu sais pas par quel bout le prendre. Donc ouais, moi, ça m'a vachement aidée. J'ai pris un tableau Excel et je me mettais objectif à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et en fait, j'ai commencé en septembre et la première rentrée serait 1 an après. Donc, j'avais vraiment un rétro-planning sur 12 mois. Et voilà, vraiment petit pas par petit pas, j'ai commencé à monter l'école de mes rêves, quoi. Et du coup, quand on est jeune, quand on a 22 ans et qu'on monte une école, est-ce qu'il n'y a pas, et en plus, on est une femme et souvent on dit que les femmes ont le sentiment d'imposteur, le syndrome d'imposteur. Ouais. Comment on s'y prend en fait? Parce que on se pose toujours la question de la légitimité. Ouais. Alors, moi, très, très étrangement, mais a posteriori, je trouve que ma réponse est idiote, mais sur le moment, je le sentais vraiment comme ça. J'avais pas l'impression que c'est moi, Marie, qui montais quelque chose, etc. Moi, j'avais l'impression d'agir pour le bien commun et je me disais, en fait, il y a plein de jeunes qui se sentent pas bien à l'école, qui ont envie d'aller bosser, mais qui se font traquenarder, en fait, dans les études. Et du coup, j'avais l'impression d'œuvrer pour les autres et donc, j'ai pas du tout eu ce syndrome de l'imposteur, en fait. Il y a pas un moment où je me suis dit, je l'ai beaucoup plus maintenant, en me rendant compte, en fait, que ça y est, ça existe, on est une boîte, on a formé plein de gens, ou parfois ça me donne un petit peu le vertige. Mais c'est vrai qu'à l'école, à l'époque, je fonçais, je me posais pas la question. Je me disais, non, mais dans 1 an, il y a une rentrée et c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui vont être formés au sales. Et je pense que c'est de la naïveté de la jeunesse, quoi. Je me suis pas du tout posé la question du syndrome. Tu t'es entourée? Je me suis entourée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est indispensable et qui, moi, a fait que, en tous les cas, j'ai réussi. Déjà parce que mon conjoint est CEO d'une start-up, d'une scale-up qui a été revendue en plus. Donc, voilà, il avait plein de conseils à me donner. Il me rassurait quand j'avais des grosses crises de panique ou j'avais l'impression que ça n'allait pas sortir ou que je faisais des choses dans le mauvais ordre. Et puis ensuite, je suis allée chez The Family. Ouais. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'a trop aidée déjà parce que tu retournes dans des locaux. Oui. Tu n'es pas solo dans ta chambre, dans ta petite chambre là, avec ton petit ordi. Donc, tu vois plein d'entrepreneurs. Tu vois, il y avait Oussama, Alice, Nicolas qui m'entouraient pas mal chez The Family. Et donc, c'est vrai que voilà, tout d'un coup, tu retrouves un petit peu de place. Exactement. Aussi. Tu retrouves un petit peu une place. Tu te sens moins seule et ça te redonne de la force. Tu es obligé de c'est des trucs tout bêtes, mais tu t'habilles pour sortir. Parce qu'en fait, quand tu es toute la journée chez toi, tu es en jogging. Du coup, même ton opinion de toi vis-à-vis de toi-même, il devient moche, quoi. Tu as l'impression d'être nul. Tes potes, ils ont l'impression que tu fais n'importe quoi. Ta famille, elle comprend pas ce que tu le fais. Et c'est vrai que toutes ces ondes qui, en fait, te donnent pas forcément une belle image de toi-même, en tous les cas, quand ta boîte n'est pas sortie. Parce qu'une fois que ta boîte est sortie, ça change bien, tout ça. Parce que tu as des interviews, il faut que tu t'habilles. Ouais. Même si c'est pas filmé. Faut que tu t'habilles, tu sais, il y a des gens qui t'appellent, qui trouvent que ce que tu fais, c'est cool. Mais au début, en fait, il y a tellement de startups qui fail aussi dans les tout débuts que tout le monde se dit, bon, allez, c'est encore une de ces idées foireuses, là. Bon. Et donc, du coup, être entouré est très important. Et moi, je pense que d'être allé dans un incubateur, c'est un truc qui a fait que la boîte, elle est sortie. Ça aurait été super. Ça t'a permis d'accélérer. Ouais, d'accélérer et de vraiment commencer en faisant des choses sérieuses, quoi. Parce que c'est vrai qu'au début, t'as pas de coups, donc t'es là, bon. Il y a rien qui te fait vraiment peur, mais en même temps, il y a rien qui est vraiment très concret non plus. Donc voilà, ça a rendu la chose concrète. Et alors, du coup, comment ça se passe quand la première promo s'inscrit? Ouais, alors ça a été long déjà. Ça a été très, très long et c'était vraiment au compte-gouttes, quoi. Moi, j'avais toujours en tête que je voulais sélectionner les personnes parce que je pense que, en fait, c'est une école qui peut être ouverte à tout le monde, mais si les personnes, elles sont pas super motivées, qu'elles n'ont pas très bien compris ce que le métier de sales était,
elles perdraient leur temps et moi, je perdrais mon temps également, mon argent et enfin l'argent de la boîte et ce serait pas intéressant ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, j'avais toujours eu très envie de sélectionner. Finalement, la première promo, j'ai pas pu trop sélectionner. On en prenait plus 1 sur 2, alors que maintenant, on est plus à 1 sur 5, 1 sur 6. Et comment ça se passe? C'était long, en fait. Moi, j'étais pas du tout douée en marketing. C'est pas des choses qui m'intéressaient, en fait. Le branding, l'acquisition et tout. Finalement, à terme, tu comprends que c'est le nerf de la guerre, mais au début, moi, ce qui m'intéressait, c'était créer le programme, trouver les profs, être dans le contenu. Être dans le contenu, dans les ops, en fait, vraiment. Mais où est-ce qu'on va les mettre dans la classe? Sur quoi il faut les asseoir pour qu'ils se sentent bien? Comment on va leur présenter toute la partie training? Parce que, encore une fois, voilà, c'est beaucoup d'entraînement à l'école. C'était ça qui m'intéressait. Enfin, moi, j'étais passionnée par ça. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis posé très tard la question de ah merde, j'ai pas d'élèves. Ah, zut. Ah, ok, il va quand même falloir faire. Enfin, voilà, faire. Et t'avais les profs? Ouais, par contre, j'avais tout. Mon programme, il était nickel. J'avais mes 100 profs. Ça, je savais exactement ce que je voulais qu'ils apprennent, etc. Mais bon, c'est. Profs qui sont des professionnels. Qui sont uniquement des pros. Donc, c'est que des head of sales, head of growth, head of customer care qui viennent. Et qui apprennent aux élèves leur métier, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qui les a séduits quand tu es allée les voir pour leur proposer d'être prof chez Iconoclast? Alors, tous les sales, ça a été... j'aurais rêvé d'avoir cette école. Donc, je pense que déjà, ils le faisaient un peu en repensant à eux quelques années auparavant, où ils se disaient, mais moi, j'ai fait 5 ans d'école de commerce, j'ai payé 50 000 €, ça m'a servi à rien pour être sales. Donc, finalement, je trouve que c'est une super voie pour gagner du temps, en général. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, ils galèrent à fond à recruter des sales. Donc, déjà, ils recrutent des personnes qui ne connaissent pas le métier de sales, quand ils sont juniors, bien sûr. Et en plus, c'est des personnes qui peuvent vite se lasser. Bon, j'ai fait 6 mois de call toute la journée, ça me gonfle, j'ai envie d'aller au market ou à la finance ou j'en sais rien. Moi, les gens qui sortent de mon école, c'est des gens qui rêvent d'être sales. Et donc, pour eux, c'était une aubaine. Ils se disaient, super, je vais venir donner des cours. Comme ça, je vais rencontrer plein de sales. Et puis moi, je vais recruter super facilement à la fin. C'est une manière innovante de recruter plutôt que de passer par le LinkedIn ou les sites ou la chasse de traditionnels. Ou la chasse de tête qui te coûte finalement un petit peu cher si tu recrutes 10 sales par mois. Donc, moi, au début, je suis allée voir toutes les boîtes qui recrutaient une 50aine de sales par an. Et en fait, ça a été super facile. Ça a été le truc le plus facile de trouver les profs. Et voilà. Voilà comment ça s'est fait au début. Et donc, en fait, avec Iconoclast, tu casses quand même les codes d'une formation, celle de l'école de commerce, en tout cas sur le métier de sales. Mais j'imagine que les services RH, encore aujourd'hui, ils sont quand même vachement tenus par les grilles de salaire, les classements des écoles, etc. Comment, eux, tu réussis à les convaincre de prendre des gens qui sortent de ton programme plutôt que quelqu'un qui est junior et qui vient de finir son école de commerce? Alors, moi, déjà, j'essaie pas de... en tous les cas, au tout début, là, maintenant, c'est un petit peu en train de changer après 3 ans de boîte, mais au tout début, je suis pas du tout allée voir ces gens-là. Je me suis dit, mais c'est comme donner des coups d'épée dans l'eau, ça n'a aucun intérêt. Vu que je bossais en cabinet de chasse de tête, je connaissais déjà une centaine de boîtes, de startups qui recrutent beaucoup, etc. Donc, je suis déjà allée voir les gens que je connaissais, qui me connaissaient, qui savaient que je bossais bien, ou qu'en tous les cas, je faisais de mon mieux. Et en fait, dans les startups, les grilles de salaire et tout, ça existe beaucoup moins. Il y a quelques boîtes dans lesquelles ça existe, on les connaît, mais c'est beaucoup moins stratifié, etc., que dans les grands groupes où, en fait, ils recrutent tellement qu'ils ont besoin de se baser sur des choses. Dans les startups, il y a beaucoup de choses qui se basent sur le culture fit et donc tout ce qui est soft skills. Donc ça, de toute façon, tu fites ou tu fites pas dans une boîte. Et puis ensuite, elles ont pas beaucoup d'argent et elles ont besoin de réussir vite. Donc elles ont forcément besoin de gens qui sont super préparés et super performants sur certaines techniques de vente. Et moi, c'est ce que je leur apporte. Donc je suis allée voir que les startups au début. Et là, ça fait 2 promos qu'il y a pas mal de grands groupes qui viennent nous voir. Donc il y a Gazprom, chez qui on a placé 8 personnes maintenant. Donc tu vois, Gazprom, tu pourrais te dire... c'est un truc un peu normé, etc. Finalement, tout le monde s'y met, en fait, petit à petit, parce qu'ils se rendent bien compte que le métier de sales, il n'est pas facile. C'est un métier qui requiert beaucoup de techniques, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la parlotte, c'est pas du tout le cas. C'est ultra technique. Il y a des techniques de closing, il y a des techniques de prospection. Et c'est pas par hasard que c'est toujours les mêmes sales qui réussissent, en fait. Ils suivent juste des schémas mathématiques
de closing, par exemple. Donc, je pense que petit à petit, en fait, Les mentalités évoluent. Ouais, il y a comme une éducation même des DRH qui évolue. Et nous, en fait, on fait venir pas mal de DRH chez nous parce qu'à la fin des 4 mois, on fait une talent week où, en gros, toutes les heures, il y a une boîte différente qui vient voir les étudiants pour un peu essayer de les attiser à venir dans la boîte. Et là, c'est que des DRH. Et donc, ça peut être aussi bien des DRH de grands groupes que des DRH de start-up. Et ça leur permet aussi d'évaluer la qualité du programme et Exactement. la légitimité de ces personnes à rejoindre leur entreprise. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as des demandes aujourd'hui exclusivement en B2B de boîtes qui viendraient te voir et te diraient tiens, le programme que tu fais pour tes sales, j'aimerais bien faire une petite piqûre de rappel à mes sales ou former mes sales ou former là, moi je me suis occupée du recrutement de 10-15 juniors, je dis n'importe quoi. Mais en fait, j'aimerais bien qu'ils aient une formation intensive à la Iconoclass pour que ce soit des bêtes de sales. Ouais, on le fait à fond. Ouais. On le fait à fond. C'est quasiment un tiers de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, il y a plein de boîtes qui sont d'ailleurs très connues aussi bien dans la tech que des grands groupes. Pareil, on a aussi formé des grands groupes où en fait, ils trouvent ça cool. Déjà parce que nous, on a un œil un petit peu différent par rapport à leur business. Quand tu es directeur commercial, tous les jours, tu vois ton produit, ta team, etc. C'est vrai que parfois, tu peux pas forcément prendre le recul pour faire des trainings. En plus, tes sales, ils sont pas forcément envie de t'écouter sur les trainings, etc. Et puis le télétravail et le confinement n'aident pas forcément. N'aident pas. Je discutais avec un directeur commercial d'un groupe assez important, enfin d'une grosse scale-up, qui me disait c'est compliqué parce que je recrute beaucoup de commerciaux, mais je peux pas être derrière eux pour les écouter en call, ce que je faisais avant quand ils avaient toute une période de training où j'étais là, mais là ils sont dispersés partout, donc je peux être en caché sur des calls, mais c'est quand même pas pareil. Ouais, il faut être un peu inventif, c'est clair. Mais je pense que c'est aussi pour ça que la formation elle a explosé, c'est que t'as finalement ils ont dû se réinventer en fait pour toutes les périodes d'onboarding et c'est vrai que nous ça marche assez bien le B2B chez nous. Donc en fait, dans votre business model, vous avez une partie, on va dire B2C, et en tout cas pour ceux qui veulent être formés au métier de sales, et une partie B2B. Totalement. Et ça a été de l'opportunité pour le coup parce que moi, j'avais pas du tout pensé. Et puis un jour, il y a un prof qui donnait un cours et à la fin, il est venu nous voir et nous a dit ça vous tenterait pas de venir reformer mes sales? Alors, reformer, ça veut pas dire qu'on est meilleur, etc. Ça veut juste dire qu'on apporte un regard un petit peu différent et puis des techniques qui sont différentes. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est de l'opportunité. C'était pas de base la vocation que j'avais quand tu as pensé le projet exactement. au départ. Et justement, quand tu as pensé le projet au départ, est-ce que tu es allé chercher de l'inspiration chez nos voisins? Totalement, 100% d'inspiration. Moi, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait aux States parce que j'avais l'impression qu'ils avaient, en tous les cas, sur ce genre d'école, ce genre de formation, ils avaient un petit train d'avance. Donc moi, j'ai beaucoup regardé une école qui s'appelait Lambda School, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui est sur toute la partie, sur tous les métiers tech, et donc qui a mis en place ce modèle de paiement différé des études. Et j'ai regardé aussi Alberton School, qui vient de s'implanter en France, pareil sur les métiers plutôt tech. Mais je trouvais que c'était très intéressant parce que ils font des cursus beaucoup plus courts, beaucoup plus basés sur la pratique, et donc avec ce modèle de paiement différé. Et je me disais, mais en fait, si on le fait sur les métiers de la tech, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur les métiers de dev, de bizdev et de business, en fait, tout simplement, parce que ce que je fais sur les sales, je suis persuadée qu'on peut le faire sur le marketing, sur plein d'autres métiers. Et même sur les métiers beaucoup plus artisanaux, je dis n'importe quoi, mais tout ce qui est même menuiserie, etc., je suis sûre qu'on pourrait le faire beaucoup plus rapidement. Donc voilà, moi, c'est vrai que les inspirations, ça a été ça. Et ensuite, plus pour la vie à l'école, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait en Finlande, dans les pays nordiques. Parce que, par exemple, ils expliquent que dans une salle, si tu es sur par exemple, un canapé ou un fauteuil sur lequel tu te sens bien, ton corps, il se rappelle que, par exemple, chez toi, tu as un fauteuil comme ça, et du coup, tu te sens bien. Et donc, c'est des petits biais, en fait, dont tu peux te servir pour que la personne, elle se sente bien dans ton environnement, et qu'on oublie un peu ce côté école horrible, strict, où tu te fais défoncer dès que tu dis un truc qui est pas bien. Les rangées, je sais pas, truc où tu es carrément dans une box. C'est vrai que j'ai pas mal regardé aussi. Pour le coup, c'est l'école élémentaire, ce qui se fait dans les pays nordiques. Ok, et qui t'a permis de concocter ton programme idéal pour Iconoclass.
Une petite potion magique, ouais. En introduction, je disais qu'il s'était passé pas mal de choses depuis notre premier échange l'année dernière, ce fameux B2B dont on vient de parler, mais aussi tu viens de lever 3 millions d'euros. Ouais, exactement. Alors avant de parler de cette levée-là, au tout début, en termes de financement, t'as fait comment ? Alors au tout début, déjà j'ai commencé avec que dalle, donc au début je faisais avec des espèces de bouts de ficelle par-ci par-là. Pendant, je pense, 6-7 mois, j'ai dû dépenser 600 euros, quoi. J'essayais vraiment de dépenser rien. Ça te prend plus de temps, mais bon, quand t'as pas forcément les ressources pour le faire, tu te débrouilles. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au tout début ? Déjà, j'ai eu les locaux de The Family. Donc ça... Du coup, les premières promos étaient dans les locaux de The Family. Ouais, exactement. Donc ça enlève un certain poids. Ouais. Ça enlève plus... Enfin, voilà, déjà, t'as pas 6 mois de dépôt de garantie ou je ne sais quoi à donner. Donc, en tous les cas, pour mon modèle d'école physique, ça a été un énorme jump, quoi. Ou alors j'aurais dû, je sais pas, peut-être aller voir des restaurants, savoir si je pouvais utiliser, je sais pas, des restaurants qui bossent que le soir, par exemple. J'aurais pu être un petit peu maligne sur ce genre de choses, mais là, le fait que The Family me le propose, c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Et ensuite, on m'a filé du compte courant avec notamment The Family. Et donc, j'ai commencé. Un compte courant, c'est quelque chose que tu rembourses. C'est un peu comme un prêt, de toutes les manières. Mais bon, au moins, j'avais une petite poche au tout début pour embaucher 2 personnes. Et puis, ensuite, les élèves ont commencé à nous payer. Parce que la toute première promo, j'avais pas encore ce modèle de paiement différé. J'avais pas trouvé le truc. Parce qu'en France, fallait trouver fallait trouver un petit biais pour réussir à le faire. Donc, biais que j'avais pas trouvé à l'époque. Juridiquement parlant. Ouais, exactement. Pour être dans la légalité, à l'époque, je savais pas comment faire. Donc, la première promo, les élèves ont payé d'un coup. Et voilà, ensuite, ça a commencé à me donner un petit peu d'argent. Ensuite, j'ai réussi à faire un prêt. Et puis ensuite, quelques années plus tard, il y a eu la levée. Sans diplôme, on peut faire une levée de fonds. Sans levée de fonds, sans diplôme, on peut clairement lever, ouais. Et alors, cette levée, c'est quoi les projets ? Alors déjà, on va ouvrir une école à Londres, qui est quand même un sacré projet. En tous les cas, moi, ça me prend beaucoup de temps en ce moment et ça m'intéresse beaucoup parce que finalement, je remarque que dans tous les pays, on a un peu le même problème. On manque de sales, on n'a pas envie d'aller 5 ans à l'école, les écoles, les études, ça coûte très cher. Et puis voilà, finalement, les jeunes, maintenant, ils ont envie de... On est un peu la génération zapette, quoi. Donc, on a envie d'apprendre un truc, le faire, envie d'apprendre un autre truc. Du coup, moi, je crois vraiment au fait que tu peux faire aussi bien Iconoclass à 18 ans qu'à 50 ans et que tu fasses d'ailleurs Iconoclass ou une autre école, comme les écoles de Maria qui est venue la dernière fois. Annabelle... les écoles d'Annabelle, dont Maria, qui est venue la dernière fois dans ton podcast. Je crois vraiment à l'éducation maintenant tout au long de sa vie et je pense que les métiers, ils bougent trop vite. Et les connaissances aussi, les outils aussi, pour qu'une personne se forme et ensuite reste 50 ans à faire le même métier, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est le développement à l'international, le gros projet. Le gros projet, c'est le développement à l'international. C'est d'approcher la boîte de la rentabilité. Et c'est de développer l'école en ligne, qui pour le moment était une petite école, on va dire. Et là, voilà, on aimerait bien aussi en faire un vrai produit tech avec une communauté super engagée, etc. dessus. Et alors, on va revenir sur la communauté, mais juste avant, je voulais te demander, est-ce que tu as été approché par des écoles de commerce, par exemple, pour éventuellement certains modules qui seraient estampillés Iconoclass et qui seraient délivrés dans ces écoles ? Ouais, carrément. Donc, c'est un beau pied de nez. Ouais, c'est un beau pied de nez. C'est un beau pied de nez que j'ai regardé il y a quelques mois, qui m'intéresse un peu moins là aujourd'hui, mais je dis pas qu'on n'y viendra pas. C'est juste qu'on est tellement à des années-lumière, en fait, elle et nous, que même si on essaie de faire un petit peu la même chose et d'avoir le même but, pour le moment, on n'arrive pas forcément à trouver des choses. C'est un rond qui doit rentrer dans un carré. Ouais, exactement. Et on n'a pas trop envie de travestir nos principes pour le moment et les valeurs, en tous les cas, qu'on défend depuis le début, juste parce qu'on a des belles propositions et ce genre de choses. Donc, pour le moment, on reste de notre côté. Si à un moment, on s'entend bien avec une école et qu'on a envie de faire des modules ensemble, on le fera. Ok. Et donc, tu parlais tout de suite de ta communauté d'alumni et tu citais notamment Annabelle Bignon, en effet, qui était la dernière sista que j'ai reçue à ce micro. Et Annabelle, elle nous parlait de ses 5000 alumni Maria School, alors, parce qu'il y a les 3 écoles.
Bientôt, vous serez au même nombre d'alumni. Inch'Allah. Comment vous gérez justement cette communauté de l'après De l'après. Iconoclast? Est-ce que ce sont de bons ambassadeurs de ton programme? Ouais, c'est de super bons ambassadeurs. Nous, déjà, en fait, on leur propose des bons Amazon si jamais ils ramènent d'autres personnes chez Iconoclast. Donc, oui, déjà, de facto, ce sont des bons ambassadeurs. Et ensuite, nous, on essaie d'organiser pas mal de soirées ou de petits moments de rassemblement sur les sales, des conférences, ce genre de choses, pour qu'ils se retrouvent. Et en fait, vu qu'on en a plein qui bossent dans les mêmes boîtes, ça devient vraiment des potes. Il y en a qui se sont mis en couple ensemble, il y en a qui ont des apparts ensemble. Vous allez avoir les premiers bébés Iconoclast. J'ai trop hâte. Je ferai un petit pyjama Icono. Non, c'est super important pour nous, la communauté, parce que du coup, on sait dans quelle boîte il y a des postes qui se libèrent. Ouais. On replace souvent même des personnes qu'on a eues il y a 2 ans à l'école. Dès qu'on entend un poste peut-être un petit peu plus senior de sales dans une boîte, on essaie de les rencarder. Enfin, c'est vrai que nous, c'est comme si on était un peu aussi un cabinet de placement un peu digital qui n'a pas vraiment de fonction ni de business model sur cette partie. Mais ça serait presque un kiff, poste à part entière ouais, complètement. dans la boîte. Ouais, complètement. On est tous en train de... À chaque fois, j'ai entendu qu'il y a un poste là. Attends, mais lui, il est trop fort à ça. Lui, machin, il a fait ça. C'est vrai qu'on essaie tout le temps de faire les entremetteurs. Je pense que ça marche assez bien. Et en fait, on a un gros esprit famille. Ça paraît complètement idiot à dire comme ça. Mais il y a des personnes... dans une même classe, on a des gens de 18 à 45 ans qui restent 4 mois ensemble, qui font leur première session de call ou les premières sessions de call, tu te mets à nu complet, où c'est dur, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a tout ce que tu veux, des choses très, très difficiles quand tu apprends le métier de commercial. Et je pense que du coup, ça forge en fait. Ça fait que après, c'est frères et sœurs quand ils ressortent, alors qu'il n'y en a aucun qui vient du même milieu, même aucun qui vient du même pays presque. Et du coup, je pense que c'est finalement la si grande diversité et le fait que c'est super dur. Franchement, les 4 mois, ils sont ultra intensifs et ça rigole pas, qui fait que ça les soude. C'est un peu... bon, moi, je déteste ce modèle de prépa, là, mais c'est un peu... Ils ont l'impression d'avoir très, très mal en prépa. Et du coup, j'ai l'impression que ça les soude. Moi, je ne crois pas du tout à l'éducation par la douleur, etc. Je pense juste qu'apprendre le métier de sales, ça te met face à toi-même et que du coup, c'est pas simple. Mais il n'y a pas de on te crie dessus, tu as des sales notes, tu as des machins. Non, c'est la culture de l'effort. Voilà, c'est plus la culture d'effort que la culture de vas-y, viens, on te fait mal et ensuite, du coup, tu seras mieux, tu seras meilleur et tout. Moi, ça, j'y crois pas du tout. Voilà, je pense que c'est ça qui les soude et du coup, nous, on n'a pas du tout de problème de communauté. Ils s'entendent hyper bien. Après, on est à 400 alors qu'elle est à 5000. Je pense que c'est incomparable. Elle a quelques années d'avance sur toi. Elle a quelques années d'avance, c'est clair. Et certains sont déjà venus enseigner? Oui. En fait, nous, donc, à chaque promo, il y a des profs, des professeurs, comme on disait tout à l'heure. Et puisque tous ces professeurs sont dans des entreprises, par exemple, si on prend Doctolib, nous, on a placé vraiment pas mal de personnes chez Doctolib aujourd'hui. Donc, du coup, les élèves reviennent avec le prof, en fait, à chaque fois sur la promo d'après. Et c'est cool parce qu'ils peuvent partager leur expérience. Ils peuvent donner un petit peu l'espoir dans les moments où c'est difficile, où on n'a pas envie de reprendre son téléphone, on n'a pas envie d'aller réouvrir cette porte, de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ouais, ils reviennent souvent. C'est pas forcément eux qui font le cours tout seuls, mais en tous les cas, ils viennent donner un retour d'expérience, faire un retour d'expérience. De quoi tu es la plus fière dans cette aventure jusqu'à présent? Je pense des gens qui viennent me voir et qui me disent merci d'avoir changé ma vie, quoi. Ça, c'est un truc qui me rend vraiment heureuse et qui revient à ta mission première. Exactement. Tout à l'heure que tu le faisais pas pour toi, mais que tu faisais pour les autres. Ouais, j'ai l'impression que c'est en fait c'est le seul truc qui est important pour moi et je pense que si ça n'arrive plus demain, alors c'est pas le truc égo où à moi on me le dit, si on le dit à d'autres personnes de ma team, ça me fait le même effet et ou si je le vois, je sais pas, dans des posts LinkedIn à chaque fin de promo, ils font des posts où franchement quand je les lis, je pleure quoi. Et je pense qu'en fait c'est de me dire il y a une personne qui était pas heureuse dans sa vie, elle est restée 4 mois chez nous. Et maintenant, elle se sent bien dans ses pompes et elle est heureuse de ce qu'elle fait. Alors peut-être que ça recommencera, ses traumas, etc. Mais dans tous les cas, un petit instant T, on a amené du bonheur et de la connaissance chez quelqu'un. Et des perspectives éventuellement aussi. Complètement des perspectives. Tu as des gens maintenant qui déménagent, qui sont dans des apparts trop stylés alors qu'avant, ils habitaient dans des mini-apparts. Enfin, tout ça, c'est cool en fait de voir ça. Et du coup, j'ai l'impression d'apporter de la valeur d'une certaine manière. Des gens qui étaient au chômage, qui retrouvent un job après. Qui du coup ont moins de problèmes perso. Enfin, en fait, je pense que c'est une boucle assez vertueuse. Et du coup, j'ai l'impression que la mission qu'on a est assez noble et je pense que ça, j'en suis très fière.
Et si c'était à refaire, tu ferais exactement pareil? Je sais pas parce qu'encore une fois, à mon avis, la naïveté m'a fait faire plein de choses que j'oserais jamais refaire maintenant, où j'ai pris plein de risques qui étaient complètement inconsidérés à l'époque et qui maintenant peuvent me faire vraiment flipper. Donc une chose est sûre, c'est que j'arriverai pas à refaire pareil. Je ferai différemment, je ferai peut-être moins bien ou mieux, mais je referai, ça c'est sûr. Les cofondateurs de United Credit avaient dit que l'avantage quand tu montes une boîte à moins de 30 ans, c'est que t'es couillon et que tu C'est te rends fou. pas compte en fait Non, mais de ce que tu fais. Mais je dirais même en dessous de 25 ans, parce que ça y est, j'ai passé la barre des 25 ans et j'ai l'impression que je suis devenue une femme responsable. Alors que, bon, il y a des gens dans mon équipe qui ont 45 ans et qui me disent encore que je suis folle. Mais moi, j'ai déjà l'impression d'être devenue beaucoup plus mature et là, aujourd'hui, je me dis que je ne pourrais jamais reprendre les décisions que j'ai prises. Alors, tu nous as parlé de The Family, des membres de The Family. Tu nous as parlé de la personne dans ton cabinet de chasse. On parle beaucoup dans le milieu de la tech du réseau et de l'écosystème. Il t'a aidé en quoi, ce réseau et cet écosystème? En tout, moi, j'aurais jamais pu faire sans. Déjà parce que... Et c'est souvent, pardon, je te coupe, Ouais, je mais t'en en prie. fait, c'est sur la partie réseau, on l'associe aussi souvent à je rentre dans une école, donc ça m'ouvre aussi un réseau. C'est En vrai, fait. c'est un certain réseau. Hein. Mm. Enfin, que ce soit un réseau pro ou perso, d'ailleurs, il y a plein de personnes qui restent potes et puis il y a plein de personnes qui bossent ensemble, qui montent des boîtes ensemble. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui aurait pu me manquer parce que moi, j'ai plus de contact à part une personne avec des personnes de mon école. Mais à quoi ça m'a servi? Je pense que ça m'a servi à prendre des meilleures décisions. Ça m'a servi à rencontrer plein d'autres personnes parce que tu as toujours une personne qui connaît 10 personnes, qui connaît 10 personnes. Du coup, ça t'ouvre, enfin voilà, ça te fait rencontrer plein de monde. Du coup, à recruter les bonnes personnes, à trouver des financements, à peut-être prendre confiance en moi aussi parce qu'en fait, quand tu es solo, tu peux aussi prendre peur rapidement. Donc, ouais, je dirais que c'est un peu tout ça, un mélange de tout ça. Et on parle beaucoup de sororité dans le milieu de la tech. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis pas nécessairement fan de l'idée. Je respecte les gens qui adorent se mettre dans ce genre d'ambiance. Moi, pas spécialement. Très bien. Avant qu'on passe à la partie... Ah non, on a encore des choses sur la partie entrepreneur, mais en fait, j'avais une autre question. Parce que justement, tu disais, les gens, quand ils arrivent en interview, comme on dit en anglais, en entretien, comme on dit en français, la première chose qu'ils disent, c'est « Bonjour, j'ai fait à l'école ». Du coup, ça se passe comment, les entretiens de recrutement avec Marie? Moi, déjà, je leur dis... je leur demande de me parler d'eux, en fait. Tout simplement, je fais une question super ouverte sur la première question. Comment tu te sens? Comment est-ce que les entretiens précédents se sont passés? Pour déjà qu'ils se mettent à l'aise et du coup, qu'ils s'enlèvent un petit peu des 3-4 phrases qu'ils ont absolument envie de dire, en fait. Et je le fais, et je le fais surtout avec des personnes qui sont juniors. Parce qu'en fait, quand tu es junior, tu apprends ton texte un peu par cœur puisque tu sais pas trop quoi raconter. Et donc, j'essaie de leur parler de trucs perso avant de leur parler de trucs pro. Et du coup, après, quand tu viens au truc pro, je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus lâché. Et en fait, on vient dans le vrai. Ils oublient un peu ce qu'ils avaient appris, entre guillemets. Donc, je pose plutôt des questions ouvertes, plutôt au début des questions perso et ensuite des questions pro. Et tu regardes leur diplôme? Non, jamais. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, quand on est entrepreneur, il y a plein de premières fois. Ton premier fail, Marie? Mon premier fail, alors il y en a eu beaucoup, mais je pense que mon premier fail, ça était d'embaucher ma meilleure pote de l'époque. Ouais. Où finalement, ça n'a pas du tout fité alors qu'on était sûres toutes les deux contre vents et marées, qu'on y arriverait, etc. Parce qu'on se pensait très complémentaires. Mais finalement, quand c'est ton bébé, alors surtout moi, j'ai pas d'associé, même si j'en ai beaucoup cherché. Au début, j'ai pas de cofondateur. Et donc, et vu que c'est un truc que j'ai vécu, je pense que j'ai mis beaucoup mes tripes en fait au début. Et du coup, le moindre truc n'était pas exactement comme je l'avais imaginé, etc. Et qu'en plus, j'avais beaucoup d'affect avec ma meilleure pote. Voilà, ça m'a fait. On s'est plus parlé pendant super longtemps. Maintenant, on se reparle, mais ça a été un fail en amitié et un fail pro. Ouais. Et ton premier coup de bluff? Mon premier coup de bluff, c'était tu vois, on parlait de l'acquisition d'élèves tout à l'heure. Moi, je leur disais qu'il y avait 50 personnes d'inscrites alors qu'il n'y en avait toujours pas un de signé. Mais c'est ce qui fait que finalement, j'ai réussi à signer les premiers. Donc voilà, je ne suis pas nécessairement fière de devoir raconter ce genre de choses, mais c'est ce qui fait que
tout est parti, quoi. Tout a décollé. Il faut être un peu malin. Ouais, surtout que maintenant, ils le savent, parce que je leur ai raconté cette histoire. Ils ont bien remarqué qu'ils étaient 11 à la première promo et pas 150. Ils savaient compter. Ouais. A priori, ouais. Et ton premier dilemme? Mon premier dilemme, je pense que ça a été quand on me proposait des bêtes de job. Ça faisait à peu près 1 an que j'avais monté Iconoclast et qu'on me proposait des super postes dans des startups que je trouvais trop stylées ou dans des boîtes que je trouvais trop stylées et où là tu te dis en fait je suis vraiment en train de galérer, je suis en train de piétiner ma vie perso, je suis en train de me piétiner moi-même parce qu'en fait monter une boîte c'est super dur. Et là, tu te poses vraiment la question. Mais bon, heureusement, les premiers élèves d'Iconoclast sont sortis. Et après, je me la suis plus du tout posée. Quel est le conseil qu'on t'a donné et que t'as pas suivi? Alors, c'est marrant parce que je me rappelle encore aujourd'hui, parce que ça m'a un peu servi de leçon où je me disais, ah bah voilà, parfois les gens, ils disent pas forcément les choses pour ton bien, etc. Et il y a des gens qui sont pas forcément bien intentionnés. Et il y a quelqu'un qui était assez proche de moi quand donc on était en juin, la toute première année, et donc on était à quelques mois de la promo. Et cette personne, elle m'a dit, non mais attends, mais calme-toi, là, t'as rien qui est fait, ton école, elle est pas faite. Genre, prends pas les locaux, lève pas de fonds, prends ton temps, quoi, parce que ton projet, là, pour le moment, il ressemble à rien. Et en fait, moi, à l'époque, j'étais super énervée qu'on me dise ça, parce que je me disais, alors, soit mon truc, c'est vraiment nul, quoi, soit cette personne, en fait, elle a pas envie forcément que je réussisse ou que je prenne de la place, etc. Et souvent, il y en a, en fait, on n'en parle Mais bien sûr. pas. Non, mais on peu, fait genre, mais il y en a. Il y en a plein, il y en a dans notre famille, il y en a dans nos amis, il y en a, ou du coup, qui sont pas forcément c'est même pas forcément mal intentionné de leur part, c'est juste qu'il y a des personnes qui sont pas bien avec elles-mêmes et qui ont pas envie que tu prennes de la place ou qui sont un petit peu jalouses de ta vie. Ça existe, c'est pas se la péter que de dire, c'est juste ça existe et ça existe pour tout le monde. Pour le coup, on a tous des gens dans nos entourages qui sont envieux de ce qu'on fait, que ce soit bien ou même pas stylé d'ailleurs, ce qu'on fait, peu importe. Donc voilà, cette personne m'avait dit non mais vraiment. Et tu l'as pas écouté, tu l'as fait quand même. Non mais je l'ai pas. J'ai fait n'importe. Enfin en plus à ce moment-là, j'ai eu une réaction où j'ai sorti 600 balles d'un compte épargne que j'avais parce que j'avais vendu des poneys et je m'étais embauché une stagiaire et je m'étais dit allez go, c'est parti là, je vais le faire. Ça t'avait donné la rage pour prouver que tu pouvais le faire. Complètement. Ça a dû me faire pleurer sur le coup, ou en y pensant, ou vraiment là quand même, tu te poses un peu une question, tu te dis ça se trouve je suis nulle et tout. Et puis en fait après, je me suis réveillée, je me suis dit non, j'ai trop envie de faire ça. Donc c'était une bonne idée de ne pas le suivre, ce conseil. Je pense. Et celui que tu n'aurais pas dû suivre, justement? Celui que j'aurais pas dû suivre. Je pense que cette histoire, c'est quoi que cette histoire avec ma meilleure amie, tout le monde me disait de pas le faire. Que j'aurais pas dû suivre, c'est une bonne question. Ah si, tiens, celui-là, je pense pas que j'aurais dû le suivre. On m'avait dit quand tu commences ta levée de fonds, va t'entraîner avec des investisseurs où tu t'en fiches un peu. Enfin, en fait, t'as pas envie d'avoir ces fonds, etc. Et finalement, en fait, moi, ça m'a éreinté de voir des gens que j'avais pas envie de voir, finalement, parce que du coup, tu pitches moins bien, tu prépares pas la même énergie. Exactement, tu prépares moins bien, t'as pas la même énergie. Du coup, t'es moins convaincante, du coup, tu te prends des noms. Et en fait, donc on m'avait dit toujours, tu gardes tes baisses fonds, en gros, à la fin de ton roadshow. Ça fait un peu penser aux entretiens d'école de commerce, ça, justement. Ouais, ouais, c'est possible. Mais sauf qu'en fait, plus t'attends dans ta levée, donc plus tu te prends des noms, donc plus tu perds confiance en toi. Et en plus, moins t'as de cash. Parce que quand même, quand tu lèves, c'est que t'as besoin d'argent. Oui. Et du coup, genre ça, alors surtout que finalement, le fonds avec qui j'ai levé, je le connaissais depuis 2 ans. Et moi, c'était vraiment mon fonds préféré, c'était celui que je voulais absolument. Mais du coup, j'ai vachement attendu. Et en fait, à un moment, je me dis, non, mais là, j'ai 2 mois de cash, ça va pas le faire, quoi. Enfin, et donc, je les ai appelés et finalement, on a fait les process super rapidement et ça l'a fait direct. Et enfin, je pense que j'aurais pu m'économiser pas mal de larmes, pas mal de crises de nerfs, pas mal de manque de confiance en moi et même de pétage de câble auprès des autres, quoi, parce que je devais être vraiment insupportable à cette époque, puisque c'est dur. Plusieurs sistas à ce micro nous ont raconté quelques déconvenues pendant leur levée de fonds. Tu en as eu, toi? Tu veux dire parce que je suis une femme? Oui. Ah oui, j'en ai eu un. Alors, franchement, moi, je peux pas du tout me plaindre. Je trouve que j'ai de la chance d'être une femme parce que je trouve qu'être une femme dans la tech, c'est une notion de rareté. Les invests, ils voient 10 mecs par jour. Alors, c'est sûr que quand ils voient une fille, ils s'en souviennent. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une chance et c'est pour ça que je suis pas du tout sur le truc
un peu pleurnicheuse, etc. Même si j'ai tout à fait conscience des soucis qu'il y a entre, des soucis d'égalité, des soucis de parité, etc. Mais je me sens pas très concernée aujourd'hui, en tous les cas. Et du coup, je considère que j'ai de la chance. Mais j'ai eu une fois, mais ça m'a fait tellement rire. J'étais dans un entretien de levée de fonds, quoi. C'était le tout premier round. Et d'ailleurs, c'était mon deuxième pitch à un investisseur. Donc, j'étais pas très, très sûre de moi encore. Et en fait, j'avais demandé à mon chief marketing officer de venir avec moi parce que je me suis dit, on sait jamais si les mecs pensent que pour X ou Y raison, être une femme, ça veut dire que je suis faible, je suis nulle, je sais pas, je maîtrise pas mon business. Au moins, j'aurai quelqu'un avec moi. Et puis en plus, lui, il est super chaud sur la partie marketing, bon, un peu moins. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et en fait, il y a l'investisseur ne m'adressait pas la parole. C'est-à-dire que, donc, quand même, je suis CEO, je suis fondeur, la boîte, enfin, voilà. C'est toi. J'ai tout fait depuis le début. Et en fait, il ne me parlait pas, quoi. Il voulait pas me parler. Et quand moi, je lui posais une question, il me disait oui, non. Mais ensuite, il continuait à reparler à Mathieu, mon CMO. Et du coup, nous, à la fin, on a rigolé parce qu'on se disait, mais c'est pas possible. Il y a encore des mecs comme ça. Alors, lui, en l'occurrence, il avait une 50aine d'années. Je pense qu'il avait fait une grande école. Et vu que Mathieu, mon CMO, a fait une grande école, il devait se dire, lui, déjà, c'est un mec. En plus, il a fait une grande école. Donc ça doit être on parle d'égal à égal. Ouais. Bon, franchement, alors sur le moment, c'est un petit peu énervant et du coup, j'ai écourté le truc parce que, en fait, t'as pris les devants en disant de toute façon, je veux pas qu'il investisse chez moi. Ouais, en fait, je me suis dit, mais c'est débile parce que ça marchera jamais avec un mec qui pense que parce que je suis une femme, je suis nulle ou je suis moins bien qu'un mec. Ça ne fonctionnera pas. Donc, de toutes les manières, ça sert à rien. Gagnons du temps. Et puis, au bout de 20 minutes, on a raccroché et puis on lui a dit merci, au revoir, quoi. Mais oui, donc, quand même, ça arrive. Mais moi, je trouve ça marrant, en fait. Parce que je trouve ça ridicule. Ça n'a aucun sens. Et le meilleur conseil que toi, tu pourrais donner, du coup? À une femme enlevée ou en général, comme tu veux. De suivre son gut feeling, je pense. Parce que, en fait, je remarque... Alors, on a beaucoup cette phrase de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, qui traîne dans l'écosystème entrepreneurial. Moi, j'essaie vraiment de suivre mes gut feelings et alors parfois ça te trompe évidemment qu'il y a plein de décisions à prendre avec des analytics et des chiffres, mais par exemple sur mes recrutements, je suis à fond mon instinct et je pense que notre instinct il est là pour quelque chose et qu'il faut s'en servir. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? C'est l'instant canap'. Alors Marie, l'idée c'est qu'on apprenne à mieux connaître la femme qui se cache derrière Iconoclast, plus que l'entrepreneur. T'as dit que t'étais pas forcément scolaire, mais que t'étais pragmatique, que toi ton truc c'était de trouver des solutions à des problématiques, et que un des critères pour être un bon sales, c'est d'avoir confiance en soi. Alors tu nous en as un peu parlé tout à l'heure dans la première partie de cette émission, mais est-ce que tu saurais nous dire ce qui a forgé chez toi cette confiance? Ouais, alors déjà, moi, je pense que j'ai pas confiance en moi. Je pense que j'ai pas beaucoup confiance en moi dans la femme que je suis, donc à l'extérieur du boulot. Et je pense que j'ai confiance en ceux auxquels je crois dans le boulot. Mais je dirais pas que je suis quelqu'un qui a confiance en moi. Et d'ailleurs, c'est un boulot que je fais tous les jours où je lis des tonnes de bouquins sur comment avoir confiance en soi, etc. D'ailleurs, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui ont 100% confiance en eux, qui doutent pas, qui se trouvent jamais un peu bêtes ou un peu, je sais pas, nuls sur des trucs qu'ils font. Donc, ta question de base, c'était comment avoir confiance en soi? Ouais, ou toi, s'il y a des choses qui ont forgé un petit peu de confiance en toi. Parce que finalement, quand à 22 ans, on se lance dans je vais monter une école, etc. Alors oui, il y a un peu la naïveté de la jeunesse et puis que tout est possible. Mais il y a aussi une part de confiance quand même qui est instaurée, mais qui est peut-être aussi instaurée par ton enfance, par, je sais pas, des événements qui ont... Ouais, alors déjà, moi, j'ai toujours été quelqu'un de super compétitrice. Quand je montais à cheval, je voulais que gagner. Voilà, la compétition, ça a toujours été un truc super ancré chez moi. Alors, tu as peut-être raison, c'est peut-être dans l'éducation. J'y avais pas forcément déjà pensé. Mais mon père, par exemple, il fait que des ultra-trails, etc. Donc, c'était toujours la notion de dépassement de soi, de work hard, d'effort, tu vas puiser vraiment au fond de toi-même jusqu'à ce que tu n'en puisses plus.
juste pour aller chercher ton Graal. Donc, c'est sûr que j'ai toujours été compétitrice. Mais c'est ce que tu as revanche... reproduit aussi dans ton premier job où tu disais je faisais du 8h, 22h Ouais. et je dépotais. C'est pas parce que j'avais pas de diplôme que je non, dépotais c'est pas. clair. Par contre, j'ai toujours été une grosse bosseuse. C'est un truc qui est très ancré et on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, moi, en tout cas, je pense que les choses que j'ai eues, je les ai eues en bossant comme une dingue. Et en tout cas, l'autre chose, mais ça va peut-être paraître bête, c'est que j'avais pas confiance en moi pour porter le projet. J'avais vraiment confiance en la mission, en fait. Et pour moi, c'était tellement obvious qu'il fallait que ça se crée, que ce soit moi. D'ailleurs, moi, au début, je me voyais pas du tout comme une CEO. Hein. Je me voyais comme quelqu'un qui apporte une solution à des jeunes, mais qui œuvrait pour une mission. Je me disais pas du tout. Ah, ça y est, je suis PDG, etc. Pas du tout, quoi. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça que je me posais pas la question. Et du coup, franchement, je pourrais juste te répondre. J'ai confiance en la mission qu'on porte. Aujourd'hui, c'est moi, mais demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre, quoi. Et en fait, je me sers un peu de moi pour porter le truc, mais c'est pas moi forcément. J'ai pas forcément confiance en moi. Je trouve juste qu'en revanche, l'idée qu'on a, elle est très bonne et il faut qu'on la suive. Aujourd'hui, ça marche. Demain, peut-être que ça marchera pas. Voilà, c'est un élément de réponse. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est super clair. C'est ce que je ressens. Et à quoi tu rêvais quand tu étais petite ? Cheval. Il y avait vraiment rien d'autre qui m'intéressait. Et tu continues aujourd'hui ? J'ai eu un gros accident il y a 1 an, donc là, j'ai tout arrêté pour le moment. Ouais. Parce que j'ai des barres dans le dos en fer, donc je peux pas faire grand-chose en termes de sport. Mais j'espère qu'en tous les cas, à un moment, j'aurai un peu plus de taf, un peu plus de temps perso, et que j'aurai plus ces barres et que je pourrai remonter. Ouais, ça, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des choses, quand tu étais petite, qui étaient précurseurs un peu de ton aventure entrepreneuriale ? Alors, dans la récré, dans la cour de récré ou Ouais, dans la récré, j'étais une grosse fan de deals de cartes Pokémon. Donc, j'essayais toujours d'avoir la meilleure carte Pokémon, etc. Des cartes Diddle aussi, je sais pas si ça parle à quelques personnes. Et sinon, je jouais beaucoup à la caissière. J'adorais encaisser des trucs. Donc, passer sur le petit tapis, là, j'avais une espèce de un jouet là, de fausse caissière. Et je trouvais ça très cool. Je scannais tout ce que je pouvais scanner, quoi. Et j'ai un petit côté sales. Ouais, grave. Carrément. Et dans ta famille, il y avait des inspirations entrepreneuriales ou dans ton entourage ? Non, pas du tout. J'ai 2 parents qui sont en libéral, qui sont kinés. Non, franchement, rien de tout ça. Et du coup, quand tu leur as dit je vais monter ma boîte, eux, ils ont toujours eu l'impression que j'allais faire un truc dans le business. Ils me disent ça, c'est vrai que depuis que je suis ado. Donc, ça les a pas trop surpris. En fait, je pense qu'au moment où ils ont vu que j'étais très déterminée, ils m'ont fait confiance. Ouais. Et est-ce qu'il y a des phrases, des moments qui t'ont marqué et qui ont forgé finalement la femme que tu es aujourd'hui ? Au-delà des rencontres aussi, ça peut être des rencontres également. Ouais, je pense que Eugénie, dont on parlait tout à l'heure, qui a monté High Flyer Agency, le cabinet là, de chasse de tête. Elle a été tout. Eugénie Chaltiel, tu connais ? Franchement, elle a tout été pour moi au début et je la remercierai jamais assez. C'est elle qui m'a mis dans le chemin. C'est elle qui m'a donné, en tous les cas, un petit peu plus confiance que ce que je n'avais à l'époque. J'étais super timide et tout, donc elle m'a vraiment aidée, quoi. Toujours à essayer de tirer le meilleur de moi-même et j'ai trouvé ça super inspirant et c'est ce que j'essaie de faire maintenant à mon échelle en tous les cas. Et donc elle m'a beaucoup aidée et pareil, mon conjoint qui est maintenant mon fiancé, qui m'a donné plein de conseils et qui me disait non mais allez, là tu négocies, là tu vas encore plus négocier, etc. Et en fait qui me sortait un petit peu aussi du truc où t'as pas envie de mettre les gens forcément mal à l'aise ou moi je pense que je suis quelqu'un au fond quand même de gentil et tout, j'ai pas envie de mettre les gens mal et tout, et quelquefois il y a des décisions pas faciles à prendre et des fois il y a des décisions qui sont complètement à l'envers de ce qu'on ressent et même pas de ce qu'on ressent mais de ce qu'on aurait fait de façon naturelle, parce que le business c'est pas toujours les licornes et les arcs-en-ciel, c'est dur, surtout qu'on reste chef d'entreprise, il y a plein de décisions super dures et de choses super dures à dire aux gens et donc lui m'a peut-être aidé à prendre un côté un petit peu moins émotionnel peut-être, parce que je suis quelqu'un de pragmatique mais de très émotive, donc ça m'a pas mal aidé, ouais.
Et alors là, Eugénie et ton conjoint, c'est ton fiancé, comme tu viens de nous le dire. C'est beaucoup dans le boulot et dans le business. Ouais. Et où est-ce que tu vas te ressourcer? Tu retrouves de l'énergie dans cette vie à 3000 à l'heure? Ouais, j'adore faire du sport. Ouais. Moi, ça m'aide pas mal. Et quand je fais du sport, j'écoute plein de rap. J'adore le rap. Et c'est un Ça te truc. défoule? Ah ouais, ça me défoule. Et ça me donne étrangement beaucoup d'inspiration, même dans nos punchlines marketing. Donc, ça donne une vibe, en tous les cas. Je sais pas, moi, ça me transcende un peu. J'écoute vraiment beaucoup de rap. J'adore lire aussi. Et surtout, j'adore voyager. C'est un truc qui est trop, trop, trop important pour moi. Et là, je commence à méditer et je trouve ça très cool aussi. Ouais. Ça m'aide pas mal. Alors que c'était pas une activité que tu faisais. Non, vraiment pas. Comme ça, Non, c'était non, pas le truc j'avais où tu t'es vraiment- dit, tiens, je vais faire ça. Jamais, jamais, jamais. Si t'avais 2 heures de plus par jour, tu ferais quoi? Je lirai beaucoup plus. Ouais. Ça, c'est sûr. Et tu lis plutôt, parce que tu vois, on a certains entrepreneurs du Next 40 qui nous disent, ah non, moi, tous les bouquins sur comment monter son entreprise, machin, etc., je lis pas, ou je lis que des autobiographies, ou je lis que des choses sur des joueurs d'échecs. Toi, c'est quoi ton... C'est marrant. Moi, c'est ma ton truc? passion. Les livres de business, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et je pense que peut-être parce Tu les lis en anglais? Ouais, je lis souvent en anglais. Après, s'il y en a un qui est en français ou qu'on me prête en français, j'aime bien lire en français aussi. Mais bon. Parce que les Américains sont en avance sur nous, sur... Ouais. L'avantage quand même, c'est que ça te fait pratiquer ton anglais. Donc même Ouais. si c'est un petit peu difficile, moi, je trouve que ça m'apporte quelque chose de toutes les manières. Enfin, que je perds ni mon temps parce que j'apprends des trucs, ni mon temps parce que j'améliore mon niveau d'anglais. Et je pense que vu que finalement, j'ai pas été tant à l'école que ça, parfois, ça me manque un peu d'apprendre des trucs. Et j'aimerais bien, en fait... avoir le temps d'apprendre de nouveaux trucs. Par exemple, là, j'apprends à coudre. Je trouve ça trop cool, en fait. Mais j'aimerais bien apprendre à coder. J'aimerais bien apprendre... j'ai commencé l'italien, mais j'aimerais bien approfondir et voilà, être bilingue italien. Enfin, il y a des trucs... j'aimerais bien avoir des nouvelles skills, en fait. Finalement, d'appliquer aussi ce qui est ta vision de Iconoclast, c'est-à-dire de pouvoir se former tout au long de sa vie, aussi pour Grave. toi en perso. Ouais, mais tu vois, pas que sur des trucs business, quoi. Je trouve Ouais. ça, ou mieux cuisiner, ou je sais pas, apprendre un nouveau sport, ou une nouvelle danse, ou... Enfin, je trouve que, en fait j'ai pas envie de rester tankée dans un truc, quoi. J'ai toujours envie d'avoir des nouvelles compétences ou quoi, et voilà, je pense que c'est ce que je ferais avec 2 heures de plus. Et s'il y avait d'autres projets à lancer, justement, ce serait quoi? Alors, une chose est sûre, c'est que si j'avais beaucoup de temps ou une Marie numéro 2, je lancerais Iconoclast sur les métiers du marketing. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un boulevard là-dessus. Et je pense qu'on pourrait faire... bon, je pense très dans l'éducation en ce moment, alors qu'il y a plein d'autres projets à lancer, mais je pense qu'on pourrait faire la même chose sur des métiers qui sont aujourd'hui représentés par des CAP ou des BTS. Je pense que tout ça, on pourrait le dépoussiérer, des métiers artisanaux, par exemple, les rendre un peu plus sexy, réattirer des jeunes très talentueux dans ces métiers. Et ouais, c'est ce que je ferais si je lançais d'autres choses, en tous les cas. Alors, c'est rigolo parce que tu dis s'il y avait une Marie numéro 2, mais ça pourrait être un Pierre ou un, Ouais. ou un garçon. Et alors, on se disait off micro tout à l'heure que la tech était quand même vachement trustée par des femmes. Ton ressenti là-dessus, à toi? Ouais, mon ressenti, c'est que l'éducation, alors c'est un petit peu peut-être perché comme vision, en tous les cas, c'est juste ce que moi je pense. Finalement, éduquer des gens, c'est leur donner les armes. Et je trouve que c'est des choses, enfin, c'est leur donner les armes, leur donner confiance, les aider, les épauler quand c'est dur et partager leur victoire. Et je trouve que c'est des trucs super maternels, en fait. Et c'est pour ça que quand on en parlait tout à l'heure, on se disait, ah, mais attends, il n'y a que des femmes qui ont monté des écoles, etc. En France. Ou Enfin, alors presque. Ouais. Il y a quand même quelques garçons. Il y a quand même quelques garçons qui ont très bien réussi, d'ailleurs. Et ouais, en fait, moi, je pense juste que ça s'apparente, en tous les cas, les attributs ou les envies que ça demande, ça s'apparente à des envies un peu maternelles. Mais bon, c'est peut-être un peu perché comme vision, je sais pas. C'est peut-être une analyse. C'est une analyse C'est peut-être la clé de qui l'analyse. m'appartient, ouais. Et tout ce que tu as appris à travers le cheval, à travers ces compétitions, etc., qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui dans ta vie? Gérer l'échec. Déjà, Ouais. parce que même si on essaie de beaucoup désacraliser ça, etc., il y a plein de trucs qui se passent qui sont très difficiles dans une boîte. Quand tu sais pas comment tu vas payer tes employés, mais genre vraiment, en fait, quand il te reste 0 sur le compte,
quand tu dois sortir quelqu'un qui fait pas l'affaire, mais avec qui tu t'entends trop bien. Enfin voilà, plein d'échecs qu'on peut rencontrer. Et finalement, l'équitation, tu fais corps avec un animal et l'animal, même si tu le dresses, etc., parfois il en fait qu'à sa tête, ça reste un animal. Et donc, ça t'apprend un peu à gérer les imprévus et les échecs qui pourraient en résulter. Et puis, l'esprit de compète, parce que ça reste dur. Et si en fait, t'es trop à rester sur ta petite chaise, à attendre que ça se passe, ça va pas se passer. Et le travail d'équipe, parce que tu fais quand même équipe avec un animal, tu fais équipe avec un coach, tu fais équipe même avec toi-même, avec toutes les personnes qui peuvent bosser aux écuries avec toi. Et peut-être à faire aussi des tâches ingrates, mais pour servir ton but. Enfin, par exemple, moi, je faisais les box de mes chevaux. Ça n'a rien de très gratifiant ou quoi, mais il fallait le faire parce que déjà, je trouvais que c'était important en fait aussi. Il n'y avait pas que un peu les paillettes et tout, du truc tout cool avec ton cheval. Enfin, qu'il y avait aussi des choses un peu moins glam. Et finalement, ça t'apprend à faire les trucs un peu moins glam, mais en les aimant quand même, quoi. Parce qu'il y a aussi des choses moins glam dans l'entrepreneuriat. Ouais. Enfin, il y a d'ailleurs 80% de pas glam. Hein. Contrairement aux idées reçues. Ouais. Quand tu vois demain, tu vois quoi? Quand je vois demain, je vois... alors, je sais pas, moi, combien de temps je resterai dans la boîte. Je me suis toujours dit en la montant que j'y resterai toute ma vie. Mais j'en sais rien, parce que la vie, c'est des hauts, des bas, des rebondissements, donc j'en sais rien. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je suis très heureuse dans ce que je fais, donc j'espère que ça continuera encore quelques années. Je me vois avec une famille. J'espère que je pourrai avoir ma famille et m'en occuper comme une mère qui a peut-être un peu plus de temps. C'est quelque chose qui est super important pour moi. J'espère que j'aurai une vie un petit peu plus équilibrée, à pouvoir faire peut-être un peu plus de choses à côté de mon travail. Et surtout, j'espère que, en tous les cas, dans ma mission pro pour laquelle je me bats tous les jours, ce sera huge. J'espère vraiment qu'on sera sur tous les continents. Que l'éducation, elle va vraiment commencer à changer en fait et arrêter d'essayer de faire rentrer, comme tu disais, des carrés dans des cercles ou des cercles dans des carrés, parce qu'en fait, les gens méritent mieux que ça. Et je pense que maintenant, on a, en tous les cas, le niveau et le niveau de recul pour pouvoir vraiment faire changer les choses dans l'éducation. Et voilà, j'espère vraiment qu'il va se passer des choses, en tous les cas, dans le milieu de l'éducation. Waouh! C'est quoi ta plus grosse claque? Dans le milieu pro? Pro ou perso? Plus grosse claque. Première, en fait, j'ai voulu faire un tour de Précide. Enfin, en fait, la façon dont ça s'est passé, c'est quand il y a eu le Covid, j'ai voulu faire ma levée. Et du coup, j'ai commencé mon roadshow. Et en fait, donc il y a eu le Covid et plus personne ne mettait dans des business physiques. Genre, vraiment, c'était impossible. Et du coup, j'ai pas réussi à lever le tour que je voulais lever. Et en même temps, je me suis cassé les vertèbres. Donc, j'avais juste tout qui tombait dans ma vie. Et finalement, j'ai repris les petits pas dont on parlait tout à l'heure et j'ai fait une levée beaucoup plus petite, le tour avant les 3 millions, là où on a fait une sorte de petit bridge, en fait. Et donc, qui m'a permis de me relever. Mais ça, quand tu te prends tout le monde qui te dit non, pas scalable, non, physique, ça n'a pas d'avenir, blablabla, là, tu as juste envie de te dire, OK, ça fait 2 ans que je suis en train de me battre pour rien. Et là, c'est très, très dur. Franchement, ça a été grosse claque. Et le jour où je ne savais pas comment payer les employés de la boîte, énorme claque aussi, où ça a été très, très dur, quoi. On passe à la toute dernière partie de cette émission. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace? Ça fait quoi d'être une fille dans la tech? Attends, j'en ai une autre aussi. Vas-y, t'as le droit de. Ça fait quoi de manager des gens qui sont plus vieux que toi? Mais elles vont un peu ensemble, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un peu peu du genre même te acabit. mettre un peu genre en dessous de ce que toi t'essaies d'être, en tous les cas. La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux. Alors, on me la pose jamais, mais tu me l'as posée tout à l'heure. Franchement, je pense que ça fait 2 ans qu'on me l'a pas posée, mais je déteste cette question. Désolée. C'est, en gros, tu te vois comment dans 5 ans ou dans 10 ans? Parce que la vie est pleine de surprises et du coup, j'ai vachement de mal en fait à me... Ah, c'est le demain.
que je t'ai posées. Ouais, le demain, auquel j'ai répondu en passant un peu à côté, mais quand même, je trouve ça super dur parce que j'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout être en même temps, j'ai envie de voilà, et du coup, j'arrive pas du tout à me poser sur une image. Donc voilà, je trouve que je réponds mal en plus à cette question à chaque fois. Voilà. Pourtant, c'était inspirant. Et la question qu'on ne te pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Et alors? Mais toi, quand même, tu m'as posé vraiment plein de questions qui ont fait que j'ai répondu, mais de façon un petit peu détournée. Mais je dirais que en fait, j'ai envie que le monde aille mieux, d'une certaine manière. Et j'ai l'impression que je sers comme un petit soldat cette mission. Et ça me fait beaucoup de bien, je pense. En tout cas, tu le transmets très bien. Tant mieux. Et pour conclure, si toi, Marie, tu avais dû choisir une sista, donc une femme entrepreneur sur qui mettre un coup de projecteur, tu aurais choisi qui? Je pense... Et pourquoi? Ouais, je pense que j'aurais choisi Jade Francine de We Maintain parce qu'en fait, elle m'a beaucoup inspirée quand elle parlait des levées de fonds, etc., où on lui disait d'agir un petit peu comme un garçon. Enfin bref, même au niveau de sa coupe et tout, je me souviens, on lui avait dit plein de trucs et elle l'avait transmis. Et moi, ça m'avait beaucoup inspirée. Et je trouve qu'elle œuvre dans ce qu'on pourrait appeler un milieu un peu de mecs, tout ce qui est les ascenseurs, les syndicats, etc. Donc voilà, je trouve qu'elle est inspirante. Super. Eh ben, on ne manquera pas de la taguer dans cette émission. Okay. Marie, mille merci pour cet échange et à très bientôt. À bientôt. Merci pour tout. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.